Parmi l'histoire des Saguenay de Chicoutimi, il y a plusieurs joueurs qui ont fait vibrer les partisans au centre Georges Vézina, au Saguenay, au Lac-Saint-Jean aussi. Je le sais, je suis originaire du Lac-Saint-Jean et toute ma jeunesse, j'ai regardé les Saguenay de Chicoutimi jouer. Et parmi tous ces joueurs-là, il y en a un qui a connu des moments incroyables, Maxime Boisclair. Maxime, bonjour! Hey, bonjour Michel, ça va bien? Ah oui, ça va très bien. On va parler de plein de choses au cours des prochaines minutes, dont ta fameuse saison de 70 buts. Mais avant, là, tu es rendu en Abitibi, c'est ça? Oui, je suis présentement à Rouyn-Noranda, ça fait 2 ans. Entraîneur de hockey du collège, du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, le collégial Division 1. Puis comment ça se passe avec les jeunes? Ça va très bien. C'est sûr que là, cette année, on a eu une saison un peu plus rocambolesque, on peut se dire, là, mais les gars là, ils ont fait beaucoup preuve de résilience. Puis on a été chanceux, nous, en Abitibi, là, jusqu'à Noël, on était dans la zone jaune qu'on pouvait quand même pratiquer. Puis on a eu des parties contre le Midget 3, les Forestiers d'Amos. Comme je te dis, là, les gars, ils font bien ça. Là, on vient d'arrêter. Là, ça fait une semaine qu'on a décidé là, que c'était assez, puis on prépare la prochaine saison. Puis les gars écoutent bien les conseils de Maxime Boisclair? Ben oui, essaye. C'est sûr que il y a quand même un clash de génération, là, mais c'est sûr que quand ils regardent des vidéos, là, des vidéoclips, mais disons que ça les incite plus à m'écouter, disons. Surtout quand ils savent que tu as connu la fameuse saison de 70 buts à Chicoutimi. Ça, est-ce que tu leur dis des fois, regarde, hey, je l'ai compté 70, là, je sais de quoi je parle? Non, non. J'aime pas même ça, me vanter de ça, honnêtement. C'est sûr que je leur dis que je pense que je peux les aider à marquer des buts, mais je leur dis pas regarde ma saison de 70 buts ou Google-moi. Là. Non, je suis pas de ce style-là. Justement, parlons-en de Chicoutimi. Tes statistiques là-bas, il y a eu une progression folle. Je ne vais pas me tromper dans les chiffres. Tu as eu des saisons, tu as été échangé pour arriver à Chicoutimi et ta première saison complète à Chicoutimi, 36 points. La saison d'après, 108. Puis la dernière saison, 130. Ouais. Comment ça se fait et qu'est-ce qui explique ça? Ben, c'est sûr que ma saison de 36 points, là, je ne te cacherai pas que j'étais bien parti, mais ça, c'est ma saison de 18 ans. J'étais très bien parti, puis donc j'ai fait j'ai eu une suspension de 15 matchs. Donc, ça a mis un petit frein à mon élan de saison. Puis ensuite, le temps de reprendre le beat. J'ai commencé à prendre le beat juste dans les séries. À mes séries de 18 ans, ça a vraiment bien été. Puis ensuite, la 19-20 ans, mais à mes séries de 18 ans, dans le fond, Richard nous a réunis, moi, puis David Desharnais, Stanislav Lachec. Fait que là, depuis, après ça, on a joué ensemble l'année d'ensuite, puis à 20 ans. Donc, je pense que quand j'ai été réuni avec David et avec Stanislav, là, ça a cliqué les deux. C'était des gars qui aimaient beaucoup passer la rondelle, qui me cherchaient beaucoup. Donc, puis moi, j'aimais bien ça. J'étais un shooter. Fait que c'est un bon trio. Un shooter power forward aussi. Shooter power forward, ouais. Un petit peu plus dur d'être power forward sur une glace olympique à Chicoutimi, là. Disons que c'était grand un peu, mais disons que ça donnait plus de chances de prendre des lancers, disons. Et là, ta dernière saison, 130 points. Ton dernier but, tu l'as marqué, il restait à peu près 2-3 secondes au match, le 70e de la saison. Et c'est un but qui est venu complètement tout changer de ta vie, je pense, parce qu'imagine si tu avais marqué 69 buts au lieu de 70, on t'en parlerait probablement moins. C'est sûr qu'on m'en parlerait moins. Puis, tu sais, je m'en souviens comme c'était hier parce que j'avais 125 points à mon dernier match, avant mon dernier match. Donc, il me manquait 3 buts. Il me manquait dans le fond 5 points pour atteindre le 130 points, puis il me manquait 3 buts pour atteindre le 70. Je pense que je me souviens comme c'était hier, là, Richard, mon entraîneur, il me manquait un but, comme tu dis, là, j'ai marqué il restait 3 secondes, puis je pense que les 5 dernières minutes, il ne m'a pas débarqué de la glace. Chaque fois qu'il allait changer, il me disait non, tu restes là, tu restes là. Il voulait vraiment que j'aille chercher mon 70e but. Puis tous les gars, ils essayaient juste de me filer le puck, de me filer le puck. C'était vraiment. Donc, quand j'ai réussi à faire le 70e but, mais disons que. Il y a une tonne de pression qui est partie de là. Puis c'est sûr que, comme tu dis, là, 69, 70, c'est pas une grosse différence, mais c'est un chiffre que je pense que le monde n'aurait point parlé, disons. Mais le 70e, là, comme je te dis, il restait 2-3 secondes. C'était Stanislav qui était au hash-mark. Puis il a essayé de faire, dans le fond, je pense qu'il a essayé de faire une passe à cross dans le slot. Puis je l'ai à peine effleuré. Puis même au début, je n'étais même pas sûr si c'était moi qui l'avais fait. Quand que tous les gars sont venus vers moi, mais là, j'ai réalisé que je venais de faire l'exploit. Là. Wow, wow. Comment ça se passait en dehors de la glace à Chicoutimi? Parce que là, c'était les grosses années. Là. Il y avait des bons joueurs offensifs. Tu avais des Francis Veropol aussi qui étaient là. Tu avais plein de gros joueurs qui faisaient plein de points.
Comment ça se passait dans la ville à Chicoutimi quand tu te promenais un peu n'importe où? Là? Ben, tu sais, Chicoutimi, ben, tu peux le savoir, là, tu viens un peu de ce coin-là. Euh, c'est comme un peu Montréal, le Canadien. Les Saguenay, c'est comme un peu Montréal, le Canadien. Je m'en souviens, dans ce temps-là, on avait de 4 à 6 le soir. À chaque soir, il y avait les amateurs de sport. On avait l'émission de radio qui parlait des Saguenayens pendant au moins 1 heure, qui parlait des Saguenayens. Donc, je me souviens comme c'était hier, là, à Chicoutimi, on allait manger au restaurant, puis il y avait tout le temps quelqu'un qui nous payait le repas ou le propriétaire nous payait le repas. On allait dans les bars, mais on était les VIP. Tu allais au centre d'achat, tu signais des autographes. Quand tu repenses à ça, on n'avait vraiment pas rien accompli dans la vie. On n'avait pas opéré un cœur ouvert non plus. On était des joueurs de hockey du géant majeur. Là. Mais c'est ça. On était vraiment des petites vedettes. Autant qu'on était des petites vedettes quand ça allait bien que les gens, quand ça allait pas bien, mais il te le faisait savoir, mais c'était correct aussi. Fait que non, c'était vraiment là. Puis même encore, j'y vais 20 ans après, ben, 15-16 ans après à Chicoutimi. Puis quand je vois encore les gens, mais ils me reconnaissent encore. Là, donc c'est vraiment le fun. Est-ce que tu t'ennuies un peu de ce moment-là, de ce temps-là? Ben, c'est sûr que c'est des émotions que tu ne revivras plus jamais. Honnêtement, je me rappelle, là, je pense que les 2 dernières années, on était sold-out à chaque partie. Là. Je me rappelle même que mon année 20 ans, il y avait du monde. Je me rappelle, c'était trois messieurs qui se peinturaient la face en noir puis qui avaient une perruque. Parce que moi, j'avais des dreads dans ce temps-là, puis il y avait une perruque comme des dreads, puis j'avais mon chandail bois clair, puis tu sais, il y avait des sosies de moi, là, tu sais, c'est des choses que tu ne vivras pas jamais après ça. Tu sais, donc, ouais, c'est sûr que c'est des moments que j'étais content de vivre, puis que j'aimerais que j'étais choyé de vivre, puis que ça me manque aussi. Puis, tu sais, je pense que maintenant, là, tu sais, on s'en le cachera pas qu'avec, je trouve que, ben, avec l'hockey junior, avec la rivalité Québec, Richard, le roi Richard avec Patrick Roy, c'est toutes des choses que tu as vécues, que tu dis, waouh, là, c'est incroyable. Ben, c'est ça, c'est la grosse rivalité entre les Sags et les Remparts de Québec. Là, ça brassait pas mal. Comment tu vivais ça de l'intérieur? Est-ce que tu te disais, OK, il faut absolument que je les démolisse, le Rempart de Québec, ou comment ça marchait? Ah oui, c'était incroyable. Nous, les remparts, quand on jouait contre des remparts, mais on avait 3 games contre d'autres équipes avant, mais d'autres, on pensait aux remparts. Là, dans notre tête, c'était les remparts, puis Richard, il pensait aux remparts, puis là, Richard, il faisait un article dans le journal, puis là, il y a Patrick, puis là, ça l'enflammait les journaux, puis on savait qu'on allait arriver à Québec, puis que il allait avoir le chac va être plein, puis on savait qu'il allait avoir au moins 5000 personnes du Saguenay aussi pour nous autres, puis on savait que quand il allait venir à Québec, mais il allait avoir 2000 personnes de Québec, c'était incroyable, là. C'est des moments que je revivrai encore demain. Là. Fait que, non, c'est sûr que Québec, on les détestait, puis je me rappelle mon année de 19 ans, on les avait éliminés à Québec, match numéro 7, je pense, 9-1. C'était une jouissance. Les battre devant leurs partisans 9-1, là, c'était comme wow. La traversée du parc de Laurentides pour retourner au Saguenay était plus le fun après. Oh oui, oh oui, oh oui, c'était vraiment plaisant. Y a-t-il une anecdote hors glace qui te vient en tête, tu sais, quand tu penses à toutes ces années-là, à ce temps-là? Est-ce qu'il y a un moment qui te dit, ça, là, c'était vraiment intense, c'était le fun? Même, tu sais, il y a des gens que tu n'es pas obligé de nommer, c'est des gens que tu ne veux pas nommer, là. Mais y a-t-il quelque chose qui te revient en tête que tu t'es dit, ça, là, ça va me rester toute ma vie, ce moment-là? Ben, c'est sûr que, comme tantôt on parlait, là, mon année de 18 ans, on avait battu, je pense que c'était Val d'Or en première ronde, en 7. Ensuite, on s'en va jouer contre le Cap-Breton. Nous, on a terminé 8e. Cap-Breton avait terminé premier. On se souvient, là, il y avait l'équipe boostée là, de Pascal Vincent, qui avait eu Marc-André Fleury qui était revenu jouer pour le Cap-Breton au mois de février, je crois. Il y avait Martin Houle que c'était le meilleur goaler de la Ligue, puis finalement, mais il avait été tassé. Dans le fond, il avait fini meilleur gardien de but de la Ligue avec la meilleure moyenne. Il avait été tassé quand Marc-André Fleury était revenu parce que lui était à Pittsburgh. Je pense que de cette équipe-là, du Cap-Breton, il doit y en avoir 5-6 qui ont joué au moins une partie dans la Ligue nationale. Là, puis, on s'entend que là, tous les experts, ils ne donnaient pas cher de notre peau. Là, je pense que tout le monde avait dit que Cap-Breton en 4. Puis on avait perdu la première game. Dans ce temps-là, vu que c'était quand même loin, nos propriétaires avaient été généreux. On avait voyagé en avion Oh! au Cap-Breton. On ne faisait pas le voyage à 18 heures en autobus. Donc, on avait perdu le premier match au Cap-Breton.
Puis le deuxième match, on avait gagné en prolongation. Fait que là, c'était 1-1, on était revenu à Chicoutimi, on avait gagné les 2 matchs. Troisième match à Chicoutimi, quatrième match à Chicoutimi en prolongation encore. Puis on a été finir ça au Cap-Breton. Fait qu'on les a battus en 5, dans le fond. Puis c'était incroyable, là, on avait choqué le monde du hockey. Là, personne ne s'avait entendu de ça. Puis je me rappelle, comme c'était hier, on était revenu à Bagotville en avion. Puis honnêtement, il devait y avoir à peu près 1500 personnes qui nous attendaient en pleine nuit. Avec des pancartes, les fans étaient là, ils nous attendaient. Puis, j'en parle, j'ai encore des frissons. Là. Les fans nous attendaient, ils devaient être à peu près minuit, 1h du matin, puis ils avaient hâte qu'on arrive juste pour nous féliciter. Puis c'est comme si on venait de gagner la Coupe Stanley pour eux autres. D'après moi, on gagnait la Coupe du Président, puis ça aurait été pareil. Là, puis, non, ça, c'est quelque chose que je pensais jamais vivre dans ma vie, puis je vais tout le temps m'en souvenir. Là. Wow, c'est bien hot, c'est bien hot. Hey, après le junior, tu as été à différents endroits, tu étais à plusieurs endroits, parce que j'ai compté. Depuis le midget 3, tu as joué au hockey dans 23 villes différentes. Je ne sais pas si tu avais déjà compté, là. Non, je n'avais jamais compté. On appelle ça un bon suitcase dans le jargon du hockey. Tu es allé aux États-Unis, en France aussi, au Kazakhstan. Oui. Au Kazakhstan? Pourquoi? J'avais joué 2 années en France, puis j'avais un gars qui avait joué, quand j'avais joué contre Junior Majeur, Yannick Riendo, qui m'avait dit hey, je m'en vais au Kazakhstan, ça te tente-tu? Puis ça me tentait de vivre, d'être un peu, de sortir, d'avoir une nouvelle culture, puis tout. Puis je ne te cacherai pas que c'était un bon salaire aussi. Donc, je suis parti là avec, j'avais ma copine de l'époque. On est parti là-bas. Le Kazakhstan, c'est vraiment ancien temps un peu. Là, on s'entend que c'est comme la Russie, là, mais on coach les Russes. Fait qu'on arrive là-bas, mon camp d'entraînement commence le 23 juin. Déjà en partant, ça allait pas bien pour moi. On fait 23 juin, 2 pratiques par jour de 2 heures. On va courir dans le bois des 10 km à chaque jour. C'est vraiment comme l'armée russe. Là. On était comme Rocky, mais au hockey, oui, c'était comme Rocky. On se levait le matin à 6. Puis là-bas, ils appellent ça la basa, là, la base, dans le fond. Nous, les Nord-Américains, on était chanceux. On était 5 importés qui appellent. Là. Il y avait comme 2 gars de UK. Il y avait 2 gars du Canada, puis il y avait un Slovaque. Puis nous, on était chanceux. On habitait dans nos appartements, vu qu'on avait nos conjoints de nos familles. Mais les Russes, eux, ils habitent dans une base, là, tout ensemble dans la même maison. Puis ils habitent là toute l'année ensemble. Puis nous, on déjeunait, dîner, on était obligés de déjeuner, dîner, souper à l'aréna. Dans le fond, tu arrivais le matin. Tu arrivais le matin à peu près vers 6 heures parce que là, eux, ils se lèvent tôt. Puis après ça, après dîner, tu avais un petit 1h30, 2 heures de repos. Puis ça, tu retournais. Puis tu partais de là, il était 7h30, 8h le soir. Là. C'était vraiment un emploi pour eux. Là. C'est une vraie job. Là. On sent que tu as eu beaucoup de plaisir là-bas, on sent. Honnêtement, c'était pas si pire, honnêtement, parce que j'ai vraiment été dépaysé. Là, tu vas là-bas, puis tu parles pas la langue. Moi, j'avais mon iPhone, que j'avais une application que moi, je parlais en français, puis que ça traduisait en russe quand que je pesais sur Play. Tu vas dans les supermarchés, la nourriture, le bœuf, le steak, le poulet, il est direct sur le comptoir. Tu sais pas combien de temps que c'est là, mais c'est eux autres, c'est comme ça. Puis tu te dis, ben, je vais prendre une livre, puis tu coupes ça devant toi. Puis ah non, c'est. Disons que la salubrité, je peux pas dire c'est la meilleure, là, mais je me rappelle là-bas, j'étais comme un icône, là, un monument en Russie ou en Kazakhstan. Il n'y a pas de noir. Là. Moi, je me promenais dans la rue, puis le monde m'arrêtait à prendre des photos. La police m'arrêtait, puis là, j'étais comme, qu'est-ce que j'ai fait? Puis les autres voulaient juste prendre une photo avec moi pour dire, j'ai pris une photo avec une personne d'une autre couleur. Là. C'était comme incroyable. C'est pas parce que tu étais un bon joueur de hockey, c'était juste parce que tu étais quelqu'un de race noire. D'après moi, il ne savait aucunement que j'étais un joueur de hockey. Il devait se demander qu'est-ce que je faisais là, puis il savait juste que j'étais un gars de race noire, une personne de race noire. Mais ça te dérangeait-tu? As-tu déjà été victime de racisme? Non, j'ai été chanceux, honnêtement, de ce côté-là. J'ai pas été victime de racisme dans ma carrière. Dans ma vie, peut-être un petit peu, mais tu sais, à un moment donné, ça t'effleure. Là. Mais dans ma carrière de hockey, j'ai jamais été victime de racisme. Peut-être que j'ai été chanceux par... j'avais un bon physique, fait peut-être que les autres, je pense pas qu'il y ait grand monde qui ont été racistes avec Georges Larac non plus. Là, fait que quand tu sais qu'il va falloir que tu répondes de tes actes, à un moment donné, tu es un peu moins raciste, mais j'ai été chanceux de ce côté-là, donc j'ai jamais été victime de racisme.
Ah, bonne affaire, bonne chose, parce que c'est quelque chose qui n'a aucun rapport. Non, c'est Euh, en effet. en fouillant sur Internet pour voir où tu étais rendu avant l'entrevue, je suis tombé sur un article de toi qui joue au baseball avec le Brock de Drummondville. Ouais. Tu joues au baseball? Je suis un joueur de baseball, moi. Je ne te cacherai pas que j'ai joué au baseball toute ma jeunesse. Il a fallu que je choisisse entre midget 3, baseball, midget 3, hockey. J'étais vraiment bon au baseball. J'étais au championnat canadien. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que c'est une anecdote que je te donne là. D'après moi, il y en a qui ne le savent même pas, là. Avant mon premier camp, junior majeur, 16 ans, je m'en vais jouer au baseball. Je n'avais pas joué de l'année, tu sais, fait que je m'en vais jouer les provinciaux. Puis là, je m'en vais au champ, puis je reçois la balle, puis là, beaucoup trop de fierté, beaucoup trop d'émotion. J'essaie de relayer ça jusqu'au membre, puis je me sépare l'épaule. Mais là, je m'en vais à mon premier camp junior majeur, mais je m'en vais à mon camp midget 3 un peu avant, juste pour me remettre en shape. J'arrive à mon camp junior midget 3, puis là, j'ai mon thérapeute, il faudrait que tu me tapes, parce que là, il se demande comment tu t'es fait ça, tu sais. Ah, je me suis fait ça au gym, à l'entraînement, mais il savait bien que c'était pas au gym, là. Fait que là, il m'a dit, là, Max, là, faut que tu choisisses entre le hockey et le baseball parce que là, tu ne pourras pas arriver à ton camp junior majeur avec une épaule disloquée, une épaule séparée. C'est là que tu as dû faire le choix. C'est là que j'ai compris que c'était assez, qu'il fallait que je choisisse le hockey. Ben, que moi, j'aimais mieux le hockey, fait que j'ai choisi le hockey. Puis, tu sais, on s'entend dans ce temps-là, au baseball, il n'y avait pas beaucoup de Québécois qui perçaient. Donc, puis j'aimais le hockey, j'aimais le baseball, mais j'aimais le lancer. Puis quand je lançais pas, mais je trouvais ça plate parce que dans le champ, je trouvais qu'il n'y avait pas de balle puis tout. Donc, moi, j'aimais ça être dans l'action. Fait que j'ai choisi le baseball, le hockey, mais tu sais, le baseball, il restait tout le temps pas loin de moi. Puis quand j'ai pris ma retraite de du hockey, dans le fond, le Brock, qui est une équipe senior, à Drummondville. Mais ça, c'est tous des gars que j'avais joué avec quand j'étais dans le baseball mineur. Fait qu'ils m'ont dit hey, ça te tente de rembarquer. Fait que ça m'a pas pris trop de temps que j'ai recommencé puis j'ai bien aimé ça. Là. Ça a-tu bien été? Ça a quand même bien été. C'est sûr que là, j'étais quand même rouillé. J'ai pas lancé parce que là, le bras, il était vraiment plus là. J'ai joué dans l'outfield, dans le champ, dans le champ extérieur. Puis au bâton, ça a quand même bien été. C'est la première fois que je frappais avec des bâtons de bois. Donc, disons que ça faisait une différence. Là, mais tu sais, là, présentement, là, quand j'étais déménagé ici, mais j'ai comme. Le problème, c'est que en même temps que je jouais au Broc, mais là, j'ai quand même coaché midget 3, les riverains du collège Charlemagne. Puis on s'entend que le camp commence au mois d'août. Donc là, j'avais un peu de misère à concilier le baseball puis le hockey parce que je manquais, tu sais, on s'entend que le baseball, le fun commence en septembre, octobre quand les séries commencent. Puis là, moi, je manquais trop de games. Fait que finalement, j'ai arrêté. Là, mais non, j'ai vraiment aimé ça, le baseball. Ben, je te souhaite de retrouver du fun au baseball, de continuer d'avoir du fun avec ce que tu fais présentement en Abitibi-Témiscamingue. Puis tu as l'air d'en avoir du fun. En tout cas, tout le long de l'entrevue, tu as un beau sourire, puis c'est le fun de voir ça. Ouais, j'ai vraiment du fun, honnêtement. J'ai trouvé ma niche ici. Là, j'entraîne des gars du cégep. C'est des gars que j'aime cet âge. Ben, j'aime l'âge des gars, entre 17 et 20 ans. C'est des gars qui, tu peux leur parler en homme, puis ils vont comprendre, puis tu peux leur expliquer des choses. Puis aussi, je me suis, en même temps de mon emploi au cégep, je suis aussi suppléant à l'école, au primaire puis au secondaire. Puis moi, j'adore ça. J'adore les jeunes. Comme un matin, j'avais une petite classe de première, deuxième année, puis tu les regardes, puis ils sont tous innocents, puis ils te regardent, puis j'adore les jeunes, honnêtement, travailler avec les jeunes. Fait que pour vrai, présentement, là, je suis vraiment sur mon X. Ben, merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour nous parler parce que tu as l'air d'avoir un horaire assez chargé. Merci. Ouais, Merci beaucoup. je m'en vais à Moss là, de faire une pratique avec le Pee-Wee 3, Bam Tam 3. Là. Ah ben, merci beaucoup, Michel, puis merci de m'avoir eu aujourd'hui.